Le 16 septembre, le monde a retenu son souffle. Dans une déclaration inattendue, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a lancé un ultimatum glaçant au président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré. 48 heures pour céder trois des plus grands gisements d'or du pays, Essakan, Houndé et Mana, aux compagnies israéliennes. Passé ce délai, a-t-il menacé, Israël usera des mêmes méthodes militaires que contre ses voisins. Cet avertissement résonne comme un tonnerre dans un ciel déjà assombri par la guerre de Gaza et l'isolement croissant d'Israël sur la scène internationale. Pour Tel Aviv, privé de ressources et étranglé par les sanctions, l'or du Burkina Faso représente bien plus qu'un simple métal. Il est le sang vital destiné à financer de nouvelles armes. Mais face à cette pression brutale, une question brûle toutes les lèvres. Ibrahim Traoré cédera-t-il les richesses de sa nation ? Ou fera-t-il de ce défi une bataille qui marquera l'histoire de l'Afrique moderne ? Si vous croyez que le réveil de l'Afrique a déjà commencé, abonnez-vous dès maintenant et restez avec nous jusqu'au bout de ce récit. Le soir du 16 septembre, à Jérusalem, Benjamin Netanyahou s'est avancé devant les caméras avec un visage fermé. Ce discours, déjà annoncé comme spécial, allait dépasser toutes les attentes après avoir reconnu que la guerre à Gaza avait plongé Israël dans un isolement inédit sur la scène internationale. Le Premier ministre israélien a opéré un tournant brutal vers l'Afrique. Devant le monde entier, il a lancé un ultimatum qui résonne comme un coup de tonnerre. Ibrahim Traoré dispose de 48 heures pour remettre aux compagnies israéliennes le contrôle des trois plus grands gisements aurifères du Burkina Faso, Essakan, Houndé et Mana. S'il refuse, Israël adoptera les mêmes mesures militaires que face à nos ennemis régionaux, a martelé Netanyahou. Cette phrase, lourde de menaces, a immédiatement embrasé les esprits, car jamais encore un dirigeant israélien n'avait explicitement désigné un pays africain comme cible militaire potentielle. Pour Tel Aviv, la justification est limpide. Depuis que le Burkina Faso, sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, a lancé une politique de nationalisation de ses ressources stratégiques, les compagnies israéliennes ont été expulsées, perdant ainsi des investissements colossaux et surtout l'accès direct à l'or. Or, cet or est perçu par les stratèges israéliens comme une bouée de sauvetage. En temps de guerre, il représente la devise la plus sûre pour acquérir des armes, contourner les restrictions financières et alimenter l'économie d'un pays en siège diplomatique. À Ouagadougou, la décision de Traoré d'affirmer la souveraineté nationale sur les ressources a été saluée comme un acte de dignité et d'indépendance. Mais à Tel Aviv, elle a été vécue comme une humiliation et une perte stratégique. L'ultimatum de Netanyahou n'est donc pas seulement une revendication économique, c'est une tentative d'imposer par la force ce que la diplomatie et les marchés n'ont pas permis d'obtenir. Cette menace place la communauté internationale devant un dilemme inédit. Le conflit israélo-palestinien, déjà source de tensions mondiales, risque désormais de s'étendre jusqu'au Sahel. Si l'ultimatum est mis à exécution, l'Afrique de l'Ouest pourrait devenir le nouveau théâtre d'une guerre par procuration entre grandes puissances. Mais en agitant l'ombre de ses avions de chasse au-dessus du ciel sahélien, Netanyahou ignore peut-être la force nouvelle qui se lève. Car au Burkina Faso, le mot « capitulation » n'appartient pas au vocabulaire d'Ibrahim Traoré. Et ce refus annoncé pourrait transformer un chantage en une confrontation historique, où l'Afrique tout entière serait appelée à prendre parti. À Ouagadougou, la riposte ne s'est pas fait attendre. Moins de 24 heures après le discours de Netanyahou, Ibrahim Traoré est apparu à la télévision nationale, vêtu de son uniforme kaki, le regard résolu. Ses mots furent sans équivoque. Les ressources du Burkina Faso n'appartiennent pas à des compagnies étrangères, encore moins à un gouvernement qui bombarde des innocents. Nous ne céderons ni Essakan, ni Houndé, ni Mana. Ces mines sont le patrimoine du peuple burkinabé. Dès l'aube, la capitale s'est embrasée d'une ferveur populaire. Des milliers de citoyens ont envahi les rues, brandissant des drapeaux rouges, verts et or, scandant le nom d'Ibrahim Traoré comme celui d'un héros national. Les slogans résonnaient « Notre or n'est pas à vendre, Burkina Faso ne pliera pas ». Cette marée humaine, composée d'étudiants, de travailleurs, de mères de famille et même d'anciens combattants, témoignait d'une détermination collective. Aucune intimidation étrangère ne viendrait effacer les sacrifices consentis pour reconquérir la souveraineté nationale. Dans les casernes, l'armée a réaffirmé sa loyauté envers le chef de l'État. Les commandants des forces armées burkinabais ont déclaré qu'ils étaient prêts à défendre chaque grain de sable du territoire, signal clair que l'ultimatum israélien ne serait jamais accepté. L'unité affichée entre le pouvoir, l'armée et la population a transformé ce qui pouvait sembler une crise en un acte fondateur d'indépendance africaine. Pour beaucoup d'Africains, cette réponse ferme a sonné comme un écho à d'autres luttes historiques contre la domination étrangère.
Et pour Netanyahou, elle représentait un revers symbolique. Son ultimatum, loin de semer la peur, a réveillé un esprit de résistance qui dépasse les frontières du Burkina Faso. À peine l'allocution de Traoré terminée, les chancelleries du monde entier se sont mises en mouvement. Le Mali et le Niger, membres de l'Alliance des États du Sahel, ont publié un communiqué commun. Toute attaque contre le Burkina Faso sera considérée comme une attaque contre nous-mêmes. Cette déclaration de solidarité a immédiatement renforcé la position de Ouagadougou, dessinant l'image d'un bloc sahélien prêt à défier une puissance comme Israël. Du côté de Moscou, le ministère russe des Affaires étrangères a dénoncé une tentative de néocolonialisme inacceptable et a promis un soutien militaire et diplomatique au Burkina Faso en cas d'agression. Pékin, plus mesuré mais non moins clair, a mis en garde contre une escalade irresponsable et a rappelé que ces entreprises avaient également des intérêts stratégiques dans la région. À New York, le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni en urgence. Les représentants de plusieurs pays africains ont exigé des sanctions contre Israël si la menace était mise à exécution. La France, ancienne puissance coloniale au Sahel, s'est retrouvée embarrassée, partagée entre sa relation historique avec la région et ses alliances traditionnelles au Proche-Orient. Les médias français ont reflété ce malaise, certains éditorialistes ont salué la bravoure de Traoré, d'autres ont averti d'un risque de chaos régional. Dans les rues de Bamako, Niamey et même Dakar, des manifestations spontanées de soutien à Ibrahim Traoré ont éclaté. Les pancartes affirmaient « L'Afrique n'est plus une terre de butin ». Tandis qu'en Europe, les opinions publiques s'interrogeaient jusqu'où Netanyahou est-il prêt à aller pour financer sa guerre à Gaza. Ainsi, en quelques heures, un ultimatum pensé comme un outil de pression s'est transformé en catalyseur d'une mobilisation internationale. Netanyahou a voulu intimider un pays isolé. Il s'est retrouvé face à une Afrique en éveil et à une communauté mondiale alarmée. Au Burkina Faso, l'ultimatum israélien et la riposte de Traoré ont provoqué un séisme psychologique. Dans les écoles, les enseignants ont improvisé des cours d'histoire pour expliquer aux plus jeunes pourquoi leur pays, si éloigné du Proche-Orient, se retrouvait soudainement dans la ligne de mire d'une puissance militaire. Les élèves, drapeaux miniatures à la main, scandaient à la sortie des classes « Le Burkina n'a pas peur !» Dans les marchés de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso, les conversations tournaient toutes autour du même sujet. Que fera Israël ? Les familles se préparaient à un avenir incertain. Certains stockaient de la nourriture, d'autres envisagèrent de quitter la capitale en cas d'attaque. Mais derrière cette inquiétude se cachait aussi une fierté profonde, le sentiment d'avoir retrouvé la dignité, de ne plus être une simple colonie économique. Les artistes, musiciens et écrivains ont pris la parole pour transformer cette tension en un cri de ralliement. Une chanson populaire, composée en quelques heures, répétait « Nos mines, notre or, notre patrie ». Elle résonnait déjà dans les radios locales et devenait l'hymne officieux d'une résistance culturelle. Pour la première fois depuis des décennies, la société burkinabé semblait marcher d'un même pas. Les clivages entre ethnies, régions et classes sociales s'estompaient devant une menace commune. L'or, hier perçu comme une richesse accaparée par les multinationales, devenait le symbole de l'unité nationale. Ainsi, l'ultimatum qui devait semer la peur a paradoxalement cimenté la cohésion sociale. Sur le plan politique, l'épisode a bouleversé l'équilibre des forces en Afrique. L'Alliance des États du Sahel a gagné en crédibilité, apparaissant non plus comme une simple coalition militaire régionale, mais comme une véritable entité politique capable de s'opposer à une puissance mondiale. Cette posture a inspiré d'autres nations africaines, du Ghana à la République centrafricaine, qui ont commencé à plaider pour une souveraineté minérale sur leurs ressources stratégiques. À l'Union africaine, des débats enflammés ont éclaté. Certains dirigeants craignaient une escalade militaire incontrôlable, d'autres voyaient dans le courage de Traoré un modèle à suivre pour libérer le continent des chaînes économiques étrangères. En quelques jours, le nom du jeune président burkinabé a gagné une aura comparable à celle des grandes figures panafricanistes. Sur le plan international, Israël a subi une vague de critiques rarement égalée. Plusieurs ONG ont accusé Tel Aviv de transformer l'or africain en carburant pour la guerre de Gaza. Des capitales occidentales, pourtant alliés traditionnels d'Israël, ont exprimé leur malaise devant une menace militaire jugée disproportionnée et dangereuse. À Washington, le Congrès américain s'est divisé. Une partie a continué de défendre Israël au nom du droit à la sécurité, tandis qu'une autre dénonçait une diplomatie de l'extorsion. Ce débat interne révélait que l'ultimatum de Netanyahou, loin de renforcer sa position, avait ouvert une brèche dans le soutien international dont il jouissait jusque-là. En définitive, la tentative israélienne de récupérer 3 mines d'or a eu pour effet inverse. Elle a renforcé l'image de Traoré,
souder la société burkinabé, consolider l'alliance sahélienne et placer Israël sous les projecteurs d'une opinion mondiale de plus en plus critique. L'ultimatum de Netanyahou a eu un effet immédiat sur les marchés mondiaux. Le cours de l'or, déjà sous tension à cause des conflits géopolitiques, a grimpé en flèche dès le lendemain. Les investisseurs ont compris que l'Afrique de l'Ouest, détentrice d'importants gisements, devenait un nouvel épicentre de la bataille économique mondiale. Pour Israël, la situation est paradoxale. Privé de l'accès direct aux mines d'Essakhan, de Houndé et de Mana, le pays voit ses réserves stratégiques d'or diminuer alors même qu'il en a un besoin vital pour financer sa guerre à Gaza. L'échec de ces compagnies minières à maintenir leur présence au Burkina Faso accentue la pression sur le gouvernement israélien déjà critiqué pour sa gestion économique. A l'inverse, au Burkina Faso, la nationalisation s'est révélée être un pari gagnant sur le plan symbolique. Même si la menace militaire fait planer le spectre de sanctions ou d'instabilité, la population perçoit cette réappropriation des ressources comme une victoire historique. L'or, hier source d'inégalités, est désormais envisagé comme levier de développement souverain. Hôpitaux, écoles et infrastructures pourraient être financés par cette manne si elle échappe au contrôle étranger. Sur le plan militaire, la déclaration de Netanyahou a été analysée comme un message d'intimidation. Mais elle a aussi mis en lumière les limites de l'appareil israélien. Ouvrir un nouveau front au Sahel signifierait disperser ses forces déjà engagées à Gaza et exposer Israël à une condamnation internationale accrue. Au Burkina Faso, l'armée a immédiatement renforcé la surveillance autour des 3 mines stratégiques, installant des bases avancées et multipliant les patrouilles. Les forces spéciales sahéliennes, coordonnées avec le Mali et le Niger, ont organisé des exercices conjoints pour démontrer leur préparation. Ce déploiement envoie un signal clair: toute tentative d'intervention étrangère sera accueillie par une résistance régionale coordonnée. En parallèle, des rumeurs circulent sur l'arrivée de conseillers militaires russes et de nouvelles livraisons d'équipements défensifs. Même si aucune confirmation officielle n'a été donnée, ces bruits suffisent à montrer que le Burkina Faso n'est plus seul. Ainsi, sur les plans économiques et militaires, la stratégie israélienne se retourne contre elle. L'ultimatum, pensé comme un levier de domination, a plutôt catalysé une mobilisation régionale et attiré de nouveaux soutiens au Burkina Faso. Alors que l'on croyait Netanyahou en position de force, l'ultimatum lancé contre Ibrahim Traoré a produit un effet totalement inattendu. Au lieu d'intimider Ouagadougou, il a soudé la région autour du Burkina Faso. Le Mali, le Niger et la Guinée ont publiquement déclaré qu'une attaque contre le Burkina serait considérée comme une attaque contre eux-mêmes. Pour la première fois depuis des décennies, une véritable solidarité sahélienne a pris forme face à une menace extérieure. Cette union a immédiatement modifié la perception internationale. Des diplomates européens, jusque-là prudents, ont commencé à évoquer un risque de déstabilisation majeure en cas d'intervention israélienne. À l'ONU, plusieurs pays non alignés ont dénoncé ce qu'ils appellent une tentative de néocolonialisme déguisé. Ainsi, le bras de fer voulu par Netanyahou pour affirmer la puissance israélienne s'est transformé en tribune pour Ibrahim Traoré, qui s'est présenté comme le défenseur d'une Afrique souveraine et solidaire. Mais le véritable tournant s'est joué sur le plan symbolique. Dans un discours retransmis en direct depuis Ouagadougou, Ibrahim Traoré qui a déclaré « Nous ne céderons pas un gramme de notre or. Chaque once appartient au peuple burkinabé ». Cette phrase simple mais martelée avec conviction a trouvé un écho bien au-delà des frontières africaines. En France, en Italie, en Espagne, de nombreux journaux ont titré sur « La voix nouvelle du continent africain ». Pour des millions de téléspectateurs européens, Traoré est apparu non plus seulement comme un chef d'État, mais comme l'incarnation d'une lutte universelle pour la dignité et la souveraineté. Même au sein des diasporas africaines, une ferveur nouvelle s'est levée, transformant les réseaux sociaux en véritables tribunes de soutien. Ce basculement narratif a marqué un point de non-retour. Israël, en cherchant à imposer sa volonté, a offert à Traoré la scène mondiale. L'ultimatum qui devait humilier le Burkina Faso a finalement élevé son président au rang de symbole d'un continent en renaissance. Ainsi s'achève ce chapitre brûlant de l'histoire contemporaine. Un ultimatum lancé depuis Jérusalem s'est transformé en cri de ralliement pour l'Afrique entière. Le Burkina Faso, dirigé par Ibrahim Traoré, n'a pas tremblé. Au contraire, il a montré qu'un petit pays du Sahel pouvait défier les plus grandes puissances lorsqu'il s'agit de protéger sa souveraineté. Dans les rues de Ouagadougou, des foules en liesse scandent déjà le nom de Traoré comme on scande celui d'un héros. Pour eux, l'or n'est plus seulement un métal précieux. C'est le symbole d'une renaissance nationale, d'une dignité retrouvée, et ce souffle de liberté franchit désormais les frontières, réveillant les consciences de Dakar à Bamako, de Conakry à Paris. Car le message est clair, nous ne demandons pas la permission d'être libres.
Nous nous levons pour conquérir notre liberté. Ces mots de Traoré résonnent comme un testament politique, une boussole pour toutes les nations encore prisonnières des chaînes invisibles de la dépendance. Si vous croyez que l'esprit d'Ibrahim Traoré incarne l'avenir d'une Afrique debout, partagez cette histoire. Abonnez-vous pour continuer à suivre le combat d'un continent qui refuse de plier les chines.